Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Très ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Journées du Cloud. Donc, merci à vous qui nous suivez depuis les hubs physiques et à distance. Donc, moi, c'est Abibata Touré, chargée d'opération à la SFI, donc la Société financière internationale, entité de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé en Afrique. Donc, je couvre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et l'Afrique du Nord. Au quotidien, je travaille sur des sujets liés au financement du secteur privé, donc en utilisant la technologie pour catalyser les secteurs clés de développement dans le continent. Donc, le thème retenu pour notre panel s'articule autour de l'IA et du cloud. Donc, quels sont les enjeux et les perspectives pour le continent? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai la chance et le plaisir d'avoir avec moi Monsieur El Hadj Saloum Diallo, qui est senior manager chez Orange, en charge de l'intégration et du cloud. J'ai également avec moi Madame Mamfatou Gueye, qui est chez Microsoft en charge des startups et qui couvre l'Afrique, qui couvre l'Afrique. Et pour terminer, j'ai avec moi Marine Oumo, qui est Chief Operating Officer chez Get Innotised. J'espère que je prononce bien Marine. Et Très bien. qui était également chez AWS juste avant. Donc, je vais sans plus tarder démarrer et je laisserai donc à mes panélistes le soin déjà de se présenter en un rapide tour de table avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Peut-être commencer par toi, El Hadj. Euh, merci beaucoup, Alibata. Donc, peut-être juste commencer par des mots de bonjour, donc à l'attention de tous ceux qui nous suivent. Et puis, juste dire que c'est déjà un plaisir. Je pense que c'est ma deuxième participation. L'année dernière, voilà, donc j'ai eu à animer aussi donc, un panel, donc, notamment sur le cloud. Donc, c'est toujours un plaisir de participer à ce genre d'événement, donc de pouvoir parler de sujets aussi passionnants voilà, que la transformation numérique, notamment l'IA et le cloud. Pour me présenter, donc, moi, je suis chez Orange Business Services, donc je totalise à peu près une vingtaine d'années d'expérience, dont peut-être voilà, donc 10 purement dans la partie cloud computing. Donc, je viens d'un background qui est assez technique, voilà, donc avec différents rôles, notamment sur la partie purement infrastructure. Et j'aime bien le rappeler, moi j'ai eu la chance en tout cas de connaître aussi les deux mondes. Euh, L'informatique telle qu'il se faisait donc, il y a quelques années, donc, qui comportait une pénibilité quand même assez accrue dans le travail. Et puis voilà, donc le monde d'aujourd'hui qui est plus drivé par le cloud computing, donc les microservices et justement aussi donc l'IA. Donc j'ai rejoint OBS, Orange Business Services, depuis 3 ans, où mon rôle est un peu d'être un catalyseur sur la partie notamment cloud computing et d'accompagner un peu nos clients. Donc, et un peu aussi, voilà, donc sachant qu'on a un footprint qui est quand même très vaste. Donc, on agit au-delà des frontières du Sénégal. Donc, on va jusque dans la sous-région. Donc, voilà, Ribata, non pas trop duré. Merci beaucoup. Donc, Marine, pour continuer. Allez, avec plaisir. Merci Alibata. Et merci à tous de vous joindre à nous pour cette session. J'espère que vous allez la trouver intéressante et inspirante. Et bien évidemment, un grand merci à l'équipe de la Journée du Cloud pour leur invitation pour ce panel. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter, je m'appelle Marine Oumo, je travaille à l'heure actuelle pour deux organisations, une seule et même organisation scindée en deux organisations, Get Hypnotized, entreprise allemande
qui se focalise sur l'outsourcing de compétences tech pour les boîtes européennes, sur les profils tech africains, et Azubi Africa, une ONG dont le mandat est d'aider les jeunes Africains à s'orienter, à se former et à trouver de l'emploi dans les métiers de la tech. Je suis un produit de l'éducation pour adultes et aussi de la technologie. Effectivement, comme Abibata, tu l'as dit, je travaillais pour AWS avant. En tant que Regional Manager du programme Restart, qui est un programme que peut-être certains d'entre vous connaissent, un programme d'insertion, de formation et d'insertion des jeunes souhaitant se former sur le cloud, évidemment spécifiquement sur AWS, et ensuite se certifier et trouver un emploi. J'ai toujours évolué dans le domaine de l'éducation et de la tech en Afrique. Donc, ce sont des sujets qui me parlent beaucoup aujourd'hui, notamment les enjeux pour le continent africain et pour la jeunesse africaine autour du cloud et de l'IA. Donc, je suis ravie de faire partie de ce panel et d'entendre toutes les choses intéressantes que mes copanélistes vont avoir à partager aussi avec nous. Merci beaucoup, Abibata. Merci beaucoup, Marine. Donc, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur ces expériences. Donc, je me tourne vers Mme Fatou pour conclure cette séance de présentation. Merci Abibata. Merci d'abord à toute l'équipe de la Journée du Cloud pour cette invitation et bravo pour tout le travail abattu durant ces dernières années. Merci aussi à l'audience qui nous rejoint aujourd'hui. Alors, je m'appelle Mme Fatou Gueye et je suis la Startup et ISV Lead chez Microsoft Africa Transformation Office. Nous sommes une entité qui s'occupe de tout ce qui est sujet de transformation digitale en Afrique, notamment avec les multinationales. Nous avons aussi des chantiers liés à tout ce qui est skilling, la partie valorisation des PME, PMI en Afrique, aussi aider les startups, l'écosystème startup en Afrique à mieux se développer et pourquoi pas mettre en place des stratégies qui leur permettent d'accélérer leur croissance. En bas de ça, j'étais chez Microsoft France où j'étais dans l'entité consulting durant les premiers jours du cloud, on va dire. C'était les tout premiers marchés, donc j'ai aidé les entreprises du CAC 40 à mettre en place leur stratégie de transformation digitale, à identifier quelle va être la roadmap pour pouvoir faire pour commencer leur journée vers le cloud et aussi faire la montée en compétences de leurs équipes techniques et aussi support. Après ça, je suis rentrée en 2017. On va dire que voilà, je vais revenir au pays, comme on dit. Je suis toujours restée chez Microsoft, mais avec l'entité GPS, qui est notre entité responsable des partenaires. Et j'étais en charge du développement de l'écosystème partenaire en Afrique. Et donc, après ça, j'ai commencé mon engagement avec l'écosystème startup, qui est un sujet qui me passionne parce que ça touche quand même un tissu économique très important en Afrique, les PME, PMI, les startups qui contribuent 40% de notre GDP en moyenne, parce que selon les pays, ça diffère. Donc, voilà en gros ce que je fais chez Microsoft. Et en parallèle à ça, je suis aussi advocate tout ce qui est Women in Tech et Women in STEM. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mme Fatou. Donc, je vais te garder avec moi pour cette première question. Donc, finalement, tu viens de nous présenter tout ce que tu fais chez Microsoft. Aujourd'hui, comment justement vous accompagnez les PME et les startups africaines dans leur transformation numérique au quotidien? Et si vous avez également un projet que tu souhaiterais justement nous évoquer, vas-y. D'accord. Donc, en fait, je vais commencer plutôt par partager en fait la vision de Microsoft aujourd'hui par rapport à notre engagement au niveau du continent africain, parce que nous faisons un focus stratégique sur l'accompagnement des startups et des PME dans leur transformation numérique.
Aujourd'hui, notre travail consiste à identifier et à construire des partenariats à fort impact avec des acteurs de l'écosystème technologique, que ce soit les incubateurs, les hubs, les institutions publiques et privées. Nous accompagnons les startups dans leur montée en puissance en leur donnant accès à des ressources, non seulement cloud, mais aussi à des formations techniques et du mentorat, ce qui va leur permettre d'avoir une proposition de valeur bien définie, mais aussi de capturer les opportunités de mise en marché à travers l'écosystème Microsoft quand même, qui est un écosystème assez large avec plus de 400 000 revendeurs et plus de 35 000 commerciaux à travers le monde. Donc, aujourd'hui, nous essayons de mettre les startups africaines ou les PME, PMI sur un élan de croissance qui va leur permettre d'accéder à d'autres marchés, pas seulement au marché africain. Nous soutenons également la partie digitalisation des PME à travers des programmes d'adoption technologique, de skilling à grande échelle, mais aussi d'intégration de solutions cloud, intégrant à la fois l'IA et la cybersécurité, mais qui est adapté aux besoins des PME, PMI. Et notre dernier engagement, ça va être plus sur la valorisation, sur la favorisation de l'inclusion numérique en mettant un accent particulier sur les femmes, les entrepreneurs, les jeunes. Et nous adressons aussi aux zones à faible connectivité. Donc, pour résumer, notre mission et objectif, c'est clair. Il s'agit d'accélérer l'innovation locale, de créer des emplois durables, alignés avec les besoins du marché numérique que nous voyons actuellement en forte croissance en Afrique et en partout dans le monde, et également contribuer à un écosystème numérique africain plus résilient, inclusif et compétitif à l'échelle mondiale. Ok, très intéressant. Merci pour ce partage. Et juste avant peut-être de passer à Marine, est-ce qu'il y a des bons élèves sur le continent? Des pays qui sortent du lot? Mme Fatou, sur l'adoption du cloud? Bon, je suis pas toujours à l'aise de dire ça, mais j'avoue que on voit deux tableaux. Le marché francophone, le marché anglophone. Et je pense que vous vous attendiez à cette réponse. On a aujourd'hui une capacité d'adoption et même dans la consommation des plateformes d'éducation, de skilling qu'on a mis en place pour aujourd'hui favoriser le développement d'experts sur des technologies nouvelles telles que l'IA ou bien la montée en compétences numériques. Aujourd'hui, on voit un appétit beaucoup plus grand au niveau des pays anglophones. Donc, quand on regarde dans nos plateformes, ils sont à fond sur les formations, les tracks de formation. Et en termes de start-up aussi, je pense qu'il y a pas mal de défis dans les marchés francophones, mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des start-up qui émergent viennent des pays de l'Afrique anglophone. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à bien analyser sur ce plan-là pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette évolution assez disparate quand même de l'écosystème africain et comment on peut faire en sorte que les acteurs puissent travailler sur on va dire sur un plan pour offrir à l'écosystème startup des évolutions, on va dire, assez similaires. Je pense qu'on va en reparler un peu plus, mais le nombre de unicorns qu'on voit venant des pays anglophones en Afrique, contrairement aux pays francophones, en dit long aujourd'hui. Donc, voilà, pour faire la réponse courte. Ok. Merci. Donc, c'est pas une surprise et je pense que tout au long de l'échange, on pourra justement prendre le temps d'évoquer les raisons ou les facteurs à l'origine de cet écart-là en termes de chiffres ou en termes de rapidité sur l'adoption aussi bien du cloud que du cloud et de l'IA justement en Afrique, mais en Afrique francophone pour être plus précise. Donc, pour compléter cette réflexion, Marine, à la lumière de tes expériences, donc d'abord sur le programme Restart chez AWS et ton rôle actuel donc chez Get Innotize, comment perçois-tu finalement l'évolution de l'écosystème tech africaine?
Merci Amibata. Écoute, je vais faire écho à tout ce qui a été dit jusque-là. Je pense qu'il y a des, ça faisait partie de ce que j'allais partager aussi. Je pense que la bonne nouvelle, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La bonne nouvelle, c'est que on voit une vraie montée en puissance de l'écosystème tech africain. On voit aussi un essor, un vrai boom post-Covid. Alors, même si les chiffres montrent que là, 2023, 2024 ou 2024, 2025, on voit un slowdown, mais qui n'est pas propre à l'Afrique, hein, qui est aussi dû à l'économie actuelle, mondiale, etc. Néanmoins, le boom post-Covid est hyper impressionnant quand on parle de l'écosystème, que ce soit, et on regarde, en tous les cas, moi je regarde à plusieurs choses, on regarde effectivement tout ce qui est créé sur le continent, pour le continent, par le continent, donc notamment l'écosystème des startups, où là, effectivement, il y a un boom majeur qui s'est fait sur ces dernières années. Je crois que les chiffres en 2023, c'était que les startups africaines ont levé à peu près 3 milliards de dollars, 3,5 milliards de dollars, ce qui est extrêmement dynamique et qui est une très bonne nouvelle. Ce que l'on voit aussi qui est très intéressant, et ça, c'est très propre à l'Afrique, c'est que très souvent, les startups africaines sont focus sur des problèmes africains, là où on va avoir beaucoup plus de startups à l'international, en Europe, aux US, etc., qui vont travailler sur des marchés plus globaux. Et cet essor est particulièrement important parce que très souvent, les startups travaillent sur des problèmes notamment de société. On voit beaucoup de choses dans l'agri-tech, on voit beaucoup de choses dans les fintech, mais pour les problématiques autour de mobile money, par exemple, qui est encore une fois très propre à l'Afrique, job tech, ed tech, etc., e-commerce, évidemment. Donc voilà, c'est cet écosystème qui est en train de grandir et qui en plus grandit en se focalisant vraiment sur les problématiques et sur les opportunités aussi du continent. Donc ça, c'est une super chose. Ce qu'on regarde aussi, pour parler de cette évolution, pour moi, ça va être l'innovation, le tissu de l'innovation. Et donc, les startups, c'est une chose, mais on voit aussi les hubs qui commencent à vraiment grandir. Il y en a de plus en plus. Et on voit aussi que ça commence à s'exporter, c'est-à-dire qu'on parle énormément, par exemple, du Kenya, on parle de l'Afrique du Sud, on parle de l'Égypte, comme étant les pays depuis 10 ans qui ont beaucoup grandi. Mais in fine, on voit aussi pas mal de choses qui commencent à se développer, notamment au Sénégal, pour l'Afrique francophone, notamment au Ghana, notamment au Rwanda, avec ces pôles qui permettent toutes ces innovations. Et ça, c'est quelque chose c'est une évolution qu'on voit qui est vraiment hyper impressionnante. Je pense que quand on parle de l'évolution, il faut aussi parler de l'évolution des compétences et notamment de toutes les initiatives qui sont mises en place à l'heure actuelle à travers le continent pour favoriser l'accès à la digitalisation. Ça peut être des programmes comme le programme Restart, mais ça peut être aussi des programmes comme la super initiative de Orange, les Orange Digital Centers, qui permettent sur plein de fronts de connecter plus de populations aux compétences tech. Ça peut être via Microsoft for Africa. Donc, on voit vraiment un essor sur ces projets, sur ces initiatives qui vont apporter un peu plus de talent, qui vont permettre aux talents de se développer en Afrique. Pour ce qui est on parle donc c'est clairement il y a de la croissance, on voit plein de bonnes choses. Je pense que c'est quand même aussi important de signaler que ça reste malgré tout assez fragmenté, puisque on sait que tout le continent africain déjà n'est pas connecté. Hein. Je crois qu'à les derniers chiffres, c'est plutôt 30% du continent qui sont connectés, ce qui veut forcément dire fragmentation, ce qui veut forcément dire tout le monde n'a pas le même niveau d'accessibilité, et du coup, l'écosystème en pâtit évidemment, puisque encore une fois, on parle beaucoup de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest. On a des hubs en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Est, mais si on sort un petit peu de ces hubs, cet écosystème est moins développé et se développe moins vite que que ce soit à Nairobi, que ce soit à Dakar ou que ce soit à Kigali, etc., etc. Donc, on voit des très bonnes choses. On voit de l'investissement étranger, on voit de l'investissement local, on voit des startups qui répondent à des besoins
locaux, et ça pour moi c'est vraiment hyper clé. On voit aussi des profils, des talents se former de plus en plus, notamment sur les technologies émergentes dont on parlera un petit peu plus tard, mais toujours cette notion de disparité entre entre les différents, ça peut être les différents pays, les différentes régions, mais aussi même à l'intérieur des pays, entre les zones urbaines et les zones rurales, etc. Donc une belle montée en puissance, mais toujours des disparités dont il faut avoir conscience et sur lesquelles il faut travailler. Absolument. Donc, au-delà quand même de ces disparités-là, moi, je note quand même que de façon générale, finalement, ça reste très prometteur. Donc, il y a des initiatives justement qui viennent en renfort ou qui viennent soutenir finalement cette forte envie, en tout cas, des jeunes de finalement utiliser pleinement les avantages du cloud et de l'IA. Donc, je me tourne vers Saloum, soit pour compléter, nuancer, ou tout simplement donc nous présenter l'approche d'Orange et comment finalement elle contribue à la transformation digitale des entreprises sénégalaises et même sous-régionales. Merci beaucoup, Abibata. Donc, je pense que les échanges sont quand même assez intéressants, hein. Donc, voilà, donc j'entends des propos qui m'interpellent parce que ça correspond plus ou moins justement voilà, donc à toute notre stratégie, donc à tout ce qu'on est en train de faire donc chez la Sonatel, en particulier chez Orange Business Sénégal, justement pour pouvoir répondre à tous ces enjeux-là. Alors, aujourd'hui, en fait, notre approche repose globalement sur plusieurs leviers stratégiques donc, qui sont portés par notre double casquette, donc d'opérateur télécom et aussi de fournisseurs cloud et digital. En fait, donc l'entité OBS, il faut le voir aujourd'hui comme vraiment une entreprise qui aide l'écosystème, donc les PME, PMI et les grandes entreprises dans vraiment toute leur transformation digitale. Donc, à toutes les étapes, en fait, donc, on essaie d'innover et d'apporter donc des solutions et des réponses idoines pour permettre aujourd'hui à tout l'écosystème de pouvoir voilà, donc mûrir et grandir vers une transformation digitale assez poussée, comme on le connaît aujourd'hui dans des pays un peu plus développés. Donc, j'entends bien, et c'est vrai, hein, donc je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits sur la partie couverture, donc notamment en Afrique de l'Ouest. On voit un peu dans le discours de ce que j'ai entendu des écosystèmes un peu plus, on va dire, disons, accentués sur, notamment sur l'innovation donc, au niveau du monde anglophone plutôt que sur le monde francophone. Et justement, c'est des acteurs comme nous, en fait, donc la Sonatel, qui est aujourd'hui un champion national, qui doivent un peu aider, un peu accompagner, disons, cette transformation-là. Et donc, comme je disais, en fait, donc, les leviers sur lesquels on agit, hein, donc, je le rappelais tout à l'heure, en fait, donc, étant opérateur, donc le premier levier, donc, qui est la base naturelle donc, de toute transformation digitale, c'est vraiment toute la partie connectivité. Avoir une connectivité intelligente et intégrée. Et donc, aujourd'hui, nous apportons la base essentielle de cette transformation, donc avec une connectivité qui est fiable, sécurisée, mais aussi performante. Voilà, donc je parle de toutes les technologies autour de la fibre, de la 5G, du SD-WAN, donc du VPN MPLS. Et cette connectivité est le socle sur lequel tous nos services cloud vont pouvoir s'appuyer. Donc, le cloud est bien entendu, en fait, donc par ricochet aussi, donc l'IA. Donc, ça, c'est le premier volet. Donc, sur le deuxième volet, on a toute la partie infrastructure. On ne peut pas aujourd'hui parler de digitalisation, voilà, donc de numérique, etc., sans disposer d'assets capables d'être le socle, le réceptacle, en fait, donc de tous ces nouveaux services qui vont arriver. Et justement, comme vous le savez, donc on dispose d'un certain nombre d'assets, notamment peut-être le plus connu, c'est notre data center de Rufisque,
Mais on a un data center aujourd'hui à Médina sur lequel on peut voilà, donc avoir des architectures donc, très résilientes et hautement disponibles. Mais déjà sur le fisc, en fait, donc, il faut le rappeler. Hein, donc, voilà, c'est un data center tier 3+. Donc, ça veut dire qu'il respecte en termes de résilience donc, les normes, les standards les plus élevés. Donc, on a une résilience assez poussée. Donc, voilà, parce que toute la partie connectivité, toute la partie électrique, etc., est redondée. Donc, ce qui procure un certain niveau de disponibilité. Et toujours aussi dans cette même veine-là, donc pour un peu réduire, disons, les disparités qu'il y a entre nous donc, et l'écosystème international, vous l'avez sans doute vu, donc récemment, on a eu un partenariat justement avec AWS parce qu'on se rendait compte aussi sur nos assets qu'il y avait peut-être la valeur qu'on n'arrivait pas à capter et c'était un besoin aussi pour les clients. Et donc ce partenariat-là, il met à disposition un peu de l'écosystème, la force du cloud AWS, mais hébergé en local. Voilà, donc sur nos assets, des problématiques voilà, donc de latence, etc. Mais l'idée, c'est de combiner vraiment la force de calcul d'AWS, donc versus en fait donc des assets locaux, pour fournir justement à l'écosystème donc tous les outils dont ils ont besoin. Et toujours aussi sur ces assets-là, quand on parle de cloud computing, c'est un peu aussi dans l'air du temps. Donc, on voit beaucoup de tentatives de hacking. Voilà, je pense que récemment aussi, je lisais dans les médias qu'il y a une banque où il y a eu, je pense, une attaque, etc. Et c'est pour ça que nous, on avait réfléchi depuis le début en mettant en place depuis un peu plus de 5 ans, donc un SOC, donc, qui est un Security Operations Center, qui permet en fait donc de superviser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc l'ensemble des services que nous mettons à disposition donc, de nos clients est capable de faire voilà, donc, du prédictif, voilà, donc de l'analyse temps réel. Et puis, voilà, avec les équipes derrière, de pouvoir alerter les clients en cas de besoin, donc voilà, pour prendre en charge toutes les actions de rémédiation qui s'y est. Mais on ne s'arrête pas là, parce que déjà là, on est juste sur des assets, on va dire, donc de base, voilà, sécurité périmétrique, data center, etc. On le complète par des offres cloud qui sont évolutives. Quand on parle de cloud, forcément, il faut les briques de base, donc notamment le IaaS, donc, qui est l'infrastructure as a services. Mais déjà, dès lors qu'on met du IaaS, il faut commencer à réfléchir à comment on rend tout ça résilient. Donc voilà, on le complète aussi par des offres telles que du backup as a services, donc qui est de la sauvegarde. Voilà, ça veut dire qu'on peut hoster ces données, mais aussi les sauvegarder. Mais on va plus loin avec des offres carrément de disaster recovery. J'ai parlé du fait qu'on dispose de plusieurs data centers. Et donc, on a des offres en fait qui sont adaptées pour ce genre de use case-là qui permettent voilà, donc de pouvoir avoir du PRA justement sur nos data centers. Mais on le complète aussi avec du SaaS, donc tout ce qui est software as a services, mais vraiment orienté métier. Donc, par exemple, récemment, en fait, donc, pour ceux qui suivent l'actualité, donc on a eu à lancer sur le marché une solution qui s'appelle DigiCaisse, donc qui est, on va dire, une digitalisation donc, du monde un peu des boutiquiers, donc qui est un besoin, donc qui est une réalité adaptée, mais vraiment au marché local. Donc, les boutiquiers qui ont en général donc, des cahiers pour tenir un peu la comptabilité. Donc, il y a un outil pareil, en fait, donc, dont l'intérêt, c'est qu'il est réfléchi pour l'écosystème local, mais surtout, en fait, donc, voilà, pour des besoins de souveraineté, il est hébergé dans nos propres data centers. Et ça, c'est vraiment un peu l'approche aussi sectorielle qu'on a, qui permet de réfléchir sur les problématiques qui sont un peu dans la sous-région, qui ne sont peut-être pas forcément traitées par notamment les hyperscalers. Voilà, on est capable aujourd'hui de fournir donc, des ERP qui répondent aux enjeux voilà, donc de la CEDEAO voilà, ou de l'UEMOA. C'est ce genre de dispositif que nous mettons en place et qui permettent aujourd'hui un peu d'émulser le secteur. Je finirai aussi sur un volet très important, c'est aussi la formation et l'accompagnement. Aujourd'hui, en fait, chez Orange, on a ce qu'on appelle l'ODC, donc l'Orange Digital Center, qui forme des talents du digital. Je pense qu'en mai dernier, lors de la dernière cohorte,
il y a eu 100 jeunes qui ont été diplômés donc, de l'école du code. Donc, ce qui renforce aujourd'hui le vivier de compétences locales. Donc, voilà ça. Et on ne s'arrête pas forcément sur ce vivier-là, mais on accompagne aussi les grandes entreprises et les institutions parce que tout ce dont on est en train de parler, il faut le dire, donc il faut beaucoup d'acculturation donc, autour de l'écosystème, des acteurs de l'écosystème, justement pour permettre de casser ces barrières-là et de nous rapprocher voilà, donc, du sommet et des pays voilà, où l'innovation est un peu au top. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, Saloum. Donc, déjà pour une présentation assez complète aujourd'hui de l'approche d'Orange donc en matière de cloud et d'IA. Donc, vos initiatives également euh, pour, euh, pour promouvoir la technologie. Donc, je vais quand même, on a commencé un peu à en parler, hein, mais je vais me tourner vers Mme Fatou peut-être pour compléter. On a beaucoup, en tout cas, parlé ou on est revenu plusieurs fois sur l'enjeu lié à la connectivité. Donc, Mme Fatou, d'après votre expérience avec les startups africaines, quels sont les défis qu'elles rencontrent pour justement adopter le cloud et l'IA et comment Microsoft les accompagne dans cette démarche? Merci, Abiwata. Alors, concernant les défis, je pense que dans notre marché, il y en a pas mal, mais je vais juste citer les défis majeurs basés sur notre expérience, ce qui constitue vraiment des freins par rapport à l'évolution de notre écosystème startup. Et comme Saloum l'a mentionné, Marine aussi en a parlé, la connectivité, c'est quelque chose d'indéniable. Ça fait partie d'un des premiers bloqueurs qu'on a identifiés par rapport aux startups. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la connectivité Internet, la disponibilité des data centers et l'accessibilité des services cloud restent un défi majeur. Et si on regarde, il n'y a que 2% aujourd'hui de la capacité mondiale des data centers qui se trouvent en Afrique. Et seulement 5% des innovateurs africains en IA qui ont accès à la puissance de calcul dont ils ont besoin. Donc, ça nous montre un peu aujourd'hui le gap qu'on doit couvrir en tant qu'acteur. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'entendre en fait toute cette synergie qui commence à naître, que ce soit entre les telcos comme Orange, les startups et les VC et aussi les géants de la tech comme Microsoft ou AWS, parce que c'est qu'en faisant en sorte d'adresser ces problèmes-là ensemble qu'on va y arriver. Donc là, il y a l'infrastructure numérique inégale qu'on observe au niveau du marché, l'accès au financement. Une start-up ne peut pas, ou une PME-PMI ne peut pas se permettre de passer à l'échelle sans pour autant avoir les reins solides en termes de financement. Donc aujourd'hui, le manque de capital empêche de nombreuses start-up ou PME-PMI d'investir dans des infrastructures ou d'avoir une stratégie d'accès au marché assez agressive pour leur permettre de croître très rapidement. Parce que si on regarde, la plupart des investissements qu'on voit venant des funds s'adressent au pre-seed, aux seeds. Et si on regarde au niveau série A, série B, il n'y en a pas des tonnes. Et donc, ça reflète un peu l'observation qu'on a effectuée sur la partie unicorn-unicorn. Donc, on investit massivement au niveau de la base de la pyramide, mais comment peut-on faire pour avoir beaucoup plus de startups représentatif au niveau du sommet? Et ça, on n'y est pas encore. Donc, l'accès au financement aujourd'hui constitue un énorme problème. Et on ne peut pas prétendre que le tissu économique aujourd'hui que représentent les startups et PME-PMI vont pouvoir aller très loin dans leur cloud journey, c'est-à-dire dans l'adoption des technologies de l'IA sans pour autant avoir le financement nécessaire. Le troisième point, c'est l'accès restreint aux données de qualité. On ne peut pas parler d'IA sans avoir le set de données nécessaires pour pouvoir entraîner les modèles et avoir des approches sectorielles. Aujourd'hui, les applications que nous observons au niveau de l'IA en Afrique, il y a la partie agritech, la partie health-tech, la partie fintech. On est obligé parce que c'est le secteur leader dans la partie innovation aujourd'hui au niveau de l'écosystème startup. C'est d'ailleurs l'un de nos segments champions, on va dire, en Afrique. Et il y a aussi d'autres
secteur qui commence à émerger, c'est le cas de la logistique et tout ce qui est mobilité au niveau de l'écosystème startup en Afrique. Donc, quand on regarde tout cela, l'accès aux données, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Les données, ce n'est pas parce que les données n'existent pas. Les données sont quelque part. Mais il n'y a pas une consolidation, il n'y a pas un travail de mining qui est effectué pour avoir des data points assez disponibles et de façon open pour que tous les innovateurs puissent quand même utiliser l'espace de données nécessaire et accessible. Et ça limite et freine les modèles d'IA qui peuvent être créés pour résoudre des problèmes africains et pourquoi pas exporter notre savoir-faire. Le quatrième point, ça va être la montée en compétences. Aujourd'hui, Orange est en train de faire un travail énorme sur la partie montée en compétences. Microsoft, à travers nos programmes Microsoft Learn, Microsoft AI Skilling et toutes les sessions de sensibilisation que nous effectuons, on essaie quand même aussi d'aider sur cette partie-là pour avoir toutes les ressources nécessaires. Mais quand on regarde la demande du marché et en fait tout le potentiel qu'on a et le nombre d'ingénieurs formés en Afrique, au Sénégal ou dans les pays africains francophones, on est loin du compte parce qu'aujourd'hui, l'Inde forme 7 fois plus d'ingénieurs que nous. Ça en dit long aujourd'hui sur le nombre d'efforts à faire pour quand même s'aligner par rapport à la demande du marché. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des compétences, on va dire, très approfondies sur l'IA, les DevOps, la partie cybersécurité, l'ingénierie du cloud. Aujourd'hui, on n'en a pas assez sur le marché. Et le cinquième point que je vais mentionner, dans tous les secteurs où on innove, où on utilise le cloud, il faut un cadre réglementaire. Et aujourd'hui, le cadre réglementaire est très complexe, voire inexistant dans certains pays africains. On est à des niveaux de maturité différents. Dans certains pays, on a déjà initié les discussions. J'ai vu qu'au Sénégal, la partie IA est très prise au sérieux. Il y a des discussions en cours. En Côte d'Ivoire, c'est le cas. Au Nigeria, ils ont déjà un cadre tout en place. Au Kenya aussi, ils ont des cadres tout en place. Donc, aujourd'hui, les startups doivent souvent naviguer dans les environnements juridiques flous ou contraignants, notamment en matière de protection des données. Est-ce qu'ils ont le droit de mettre un certain nombre de données sur le cloud? Donc, on en revient à la question de la souveraineté. Donc, tout ça, ça fait un beau mix et ce qui fait que le marché africain est à la fois a un gros potentiel, mais c'est aussi complexe du fait de la disparité d'un pays à l'autre. Donc, aujourd'hui, ça, ce sont les plus grands défis qu'on a identifiés, nous, côté Microsoft, avec nos vingtaine d'années d'expérience, d'engagement sur le continent avec les startups. Maintenant, cela ne signifie pas que nos startups ne sont pas résilientes ou n'arrivent pas à sortir leur épingle du jeu. J'ai l'impression que les startups africaines sont tellement douées dans la navigation dans un environnement assez, on va dire, contraignant, qu'aujourd'hui, il suffit de peu pour que ces startups puissent réussir. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dedans. Microsoft, de notre côté, on a commencé au niveau de l'accompagnement. Donc, on fait pas mal d'événements de sensibilisation, de formation. On met en place des formations gratuites sur des plateformes telles que MS Learn, Microsoft AI Skills. Nous leur donnons aussi à ces startups-là des accès au Crédit Cloud, notamment avec Microsoft Azure, la partie Azure IA. Sur la partie également tout ce qui est les GPU, parce que quand on parle de l'IA et de la capacité computationnelle, il y a les GPU qui reviennent souvent. Et nous avons lancé aussi des programmes parce qu'on ne veut pas travailler seul en silo. On a lancé un programme avec notre partenaire NVIDIA où on soutient toutes les startups, que ce soit au niveau Middle East, North Africa ou en Afrique subsaharienne, qui font de l'innovation autour de l'IA générative AI. Donc, ça, c'est des initiatives qu'on a lancées cette année pour les startups africaines. La première cohorte va être bientôt graduate et c'est en accompagnement où là, on regarde le cycle de vie de la startup de bout en bout. Parce qu'une startup, il commence par la partie ideation, après il a son MVP, après il fait sa croissance et après il veut passer à l'échelle. Donc, à chaque étape, il a des besoins différents et il a besoin d'interagir avec des acteurs différents. Donc, sur ce plan-là, nous, on a fait un mapping de l'aventure startup avec qui doit intervenir au niveau de chaque secteur et quand. Et c'est dans cette perspective-là que ce programme a été mis en place. Et nous mettons aussi les startups en face des VC
pour leur permettre d'avoir les investissements nécessaires aussi pour croître. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'investissement, c'est un des premiers facteurs bloquants pour ces startups-là, pour qu'ils puissent évoluer. Nous mettons aussi à disponibilité notre expertise. Nous avons les sachants chez Microsoft, les subject matter experts qui accompagnent les startups au quotidien dans leur choix de technologie, les bonnes pratiques en termes d'architecture, la posture qu'ils doivent avoir en cybersécurité, la fintech par exemple. Il y a les erreurs sur la partie cybersécurité ne se pardonnent pas. Ça peut même aller beaucoup plus loin jusqu'à la fermeture de l'entité qui propose ces services fintech-là. Et la partie mise en réseau avec les investisseurs. Donc voilà, il y a tout un tas de choses que nous sommes en train de mettre en place côté Microsoft et en partenariat avec nos collaborateurs pour faire en sorte que ces défis-là soient des opportunités pour les startups africaines. Ok, merci beaucoup, Mme Fatou. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enjeux, mais moi, je vais peut-être juste très rapidement me prononcer sur la question du financement, vu que c'est ce que je fais en ce moment. Je pense aussi que les entreprises en Afrique vivent le revers, si ce n'est la réalité du marché. Donc, moi, si je prends un exemple très simple, aujourd'hui dans l'agriculture, hein, le secteur n'est financé dans tout le continent qu'à hauteur de 3%. Donc 3% pour l'un des secteurs qui contribue, si ce n'est le secteur qui contribue le plus aujourd'hui au PIB dans nos pays. Donc finalement, il y a une vraie frilosité des banques liées à ce secteur-là aussi en raison finalement de l'incertitude liée au rendement agricole. Donc, nous, chez AFC, ce qu'on fait, c'est qu'on va justement mettre en place un modèle de de-risking et on va apporter des garanties financières aux banques, aux institutions financières, afin justement qu'elles aient envie d'octroyer du financement à ces acteurs-là. Et donc, pour aussi leur apporter un certain confort sur le rendement, on va ramener des agtech, dont les agritech, qui justement, grâce à l'IA, grâce à leur plateforme, vont permettre justement un suivi culturel qui s'appuie sur la technologie pour améliorer le rendement et la productivité. Et donc, finalement, réduire l'incertitude liée au secteur afin que les banques soient plus enclins à financer. Donc, la question du financement est une réalité. Là, j'ai pris le cas de l'agriculture. Ça reste vrai pour tous les secteurs. Mais je pense aussi que les banques, tant qu'elles ne vont pas finalement percevoir une certaine dynamique économique ou un potentiel sur le marché par rapport finalement à la tech, ils auront justement du mal à s'ouvrir davantage au financement. Et c'est toute la question. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas des marchés larges qui apportent ce confort-là. Et je pense que ça serait très intéressant justement qu'on poursuive nos échanges et nos réflexions sur justement quel est véritablement le potentiel sur le marché aussi bien d'un pays que d'un cluster. Et je pense qu'à terme, ça sera peut-être plus intéressant d'envisager des clusters que des pays pour voir dans quelle mesure on accompagne sur ces différents sujets. Donc, je sais aussi qu'à FC, il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui en faveur du financement des startups tech ou des startups justement qui ont déjà fait leurs preuves qu'on va venir aider justement pour scaler le modèle. Mais je pense que voilà, il y a des pistes intéressantes et je crois que on pourra en tout cas avoir l'occasion d'en rediscuter pour voir ce qui peut être fait. Donc je vois quand même qu'on atteint la vitesse de croisière en termes de timing. Donc il nous reste un quart d'heure pour en tout cas parler des perspectives sur ces deux sujets passionnants dont la symbiose finalement n'est plus à démontrer. Donc je vais me tourner vers Marine justement
pour cette dernière question. Comment imaginez-vous l'évolution des compétences et de la formation et quels sont les nouveaux métiers justement qui émergeront au courant des 5 prochaines années? Très bonne question. Merci, Libata. Comment est-ce que... Alors, je pense qu'il faut... Je voulais faire un point juste avant ça sur... parce qu'on parle beaucoup de compétences émergentes et les nouveaux métiers. Et pour moi, c'est important. Et quels sont les gaps? De quoi est-ce qu'on a besoin? Et pour moi, il y a deux choses à distinguer. Il y a de quoi on a besoin sur le continent africain pour accélérer l'innovation, etc. Et après, qu'est-ce qui rend les talents africains, qu'est-ce qui rend les jeunes Africains compétitifs sur le marché. Donc, les compétences, que ce soit d'un point de vue ce dont on a besoin pour les startups africaines, mais pas que, hein, toutes les boîtes africaines, mais aussi qu'est-ce qui nous rend compétitifs, qu'est-ce qui rend les jeunes Africains compétitifs sur le marché. Et ça, je pense que c'est une question qui est tout aussi cruciale. Parce que du coup, ça lie à l'employabilité et à aider les jeunes Africains, qui est le sujet sur lequel nous, on travaille énormément, à générer des revenus et et à développer des métiers. Donc, quand on parle de évolution des compétences et des nouveaux métiers, bien évidemment, à l'aube de l'IA et à l'aube du cloud, c'est une question à laquelle pour répondre, il faut aller à 1000 à l'heure, puisqu'on voit que les compétences ne font que changer, puisque les métiers ne font que changer. Ce que l'on voit sur le continent africain, c'est que déjà, il va falloir travailler sur l'accessibilité aux digital skills de base. C'est-à-dire qu'on a encore une disparité entre la population africaine plus éduquée, qui a eu accès à cette digitalisation, et la population qui est pour le coup encore très déconnectée. Donc ça, ce sont les compétences de base sur lesquelles il va falloir continuer à travailler. Ensuite, il va y avoir les compétences spécialisées. Et là, c'est vraiment un domaine dans lequel l'évolution est constante, hein, mais bien évidemment, dans le cloud, tout ce qui va être expertise cloud, ingénieur DevOps, et ensuite tout ce qui va être AI, ML, les spécialistes appliqués et la cybersécurité, gros sujet qui est aussi de plus en plus important, sur lequel nous, on observe énormément de demandes à l'heure actuelle. De la demande d'un point de vue apprenant, donc d'un point de vue talent, c'est-à-dire que quand on voit ce à quoi les jeunes ont envie de postuler, il y a énormément de cybersécu, peut-être même plus que de data à l'heure actuelle, alors que la data a été... Et en fait, on voit à quel point les choses changent rapidement, parce que il y a 2 ans de ça, tout ce que l'on... la plus grosse demande que l'on voyait, c'était sur la data science, data analytics, etc., etc. Là, les choses commencent à changer un petit peu. On voit énormément de AI/ML, bien évidemment, mais aussi beaucoup de cybersécurité. Et je pense, pour nous, une des explications, c'est qu'en fait, les métiers commencent à se désacraliser et on commence à comprendre un peu mieux quels sont ces métiers, notamment grâce à des initiatives, que ce soit comme Azubi Africa, mais aussi Orange Digital Center et Microsoft, et toutes ces écoles qui démocratisent et qui permettent la dissémination de l'information un peu plus globalement. Ce que l'on voit aussi beaucoup et qui est extrêmement intéressant, c'est l'émergence des nouveaux métiers, mais adaptés aux réalités africaines. Donc notamment, on a parlé d'agritech et ça, c'est vraiment hyper passionnant. On voit beaucoup de demandes, de métiers qui sont, par exemple, des développeurs d'applications, mais qui vont être spécifiquement sur des sujets d'agriculture locale. Donc, par exemple, tout ce qui va être en agritech, on a beaucoup de sollicitations sur développer des applications qui utilisent les drones pour pouvoir survoler les plantations, pour pouvoir attester de la qualité de l'eau, de l'air, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper localisé. De même pour la santé, on voit beaucoup plutôt que de s'orienter, donc on est sur des compétences qui sont assez généralisées, mais par contre les secteurs dans lesquels les jeunes veulent s'orienter sont vraiment propres et cherchent à être sur de l'impact local. Ce que l'on voit aussi, c'est l'émergence, c'est l'arrivée des emerging technologies, et tout ce qui va être notamment sur l'IoT, où là aussi on voit énormément de demandes qui commencent à se mobiliser pour nous.
et excusez-moi, et le dernier point sur lequel je voulais rebondir, pardon, qui est peut-être un petit peu moins high-tech, mais qui est aussi quelque chose de super important à l'heure actuelle, ça va être le secteur du BPO et donc des compétences qui sont pas nécessairement des compétences ultra-tech, mais qui vont être des compétences où on voit de plus en plus de demandes. Donc, par exemple, data annotation, tout ce qui va être sur l'émergence du support aussi, du cloud support, engineering support, etc., etc. Là, on voit de plus en plus de demandes et pour le coup, on voit de la demande qui soit de la demande de la point de vue des employeurs, d'où l'importance dans tout ce qui va être les sujets employabilité, mais aussi de la demande d'un point de vue du talent. Ce que l'on doit, la dernière chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que parmi toutes ces émergences, il y a une chose qui, pour nous, est extrêmement importante à continuer de prendre en compte, c'est l'écart niveau inclusivité. C'est-à-dire que quand on parle de compétences tech et de nouveaux métiers, plus on s'avance sur les compétences qui sont ultra spécialisées et moins l'on a de représentation féminine à l'heure actuelle, malgré les efforts que l'on voit à travers les programmes comme nos programmes et comme les autres programmes que l'on a cités jusque-là, où en fait, que ce soit à cause des biais sociaux, que ce soit à cause des barrières psychosociologiques, que ce soit à cause de la pression familiale, de la pression de l'environnement, etc., ou une mauvaise connaissance aussi de cet écosystème, on peine toujours pour ces nouvelles compétences, ces nouveaux métiers, à intégrer les femmes. Et à générer de l'intérêt pour des femmes. À l'échelle, j'entends bien évidemment, on a quand même des femmes dans ces programmes, mais voilà, c'est un des sujets sur lesquels, quand on parle de ces évolutions, il faut aussi prendre en compte l'écosystème et l'inclusivité. Et je pense que c'est un sujet important à évoquer quand on parle de ces nouveaux métiers. Merci beaucoup, Marine, pour voilà, cette projection d'avenir prometteuse et très complète. Merci d'avoir également highlight finalement les métiers, en tout cas, où il y a le plus de demandes à l'heure actuelle. Donc, rapidement, Saloun, quels sont finalement les investissements prévus par Orange, en tout cas, et durant les 5 prochaines années sur le cloud et l'IA? Merci. En quelques minutes. Abibatou. Non, mais Abibatou, tu veux... Non, mais je vais essayer d'y aller très vite. Hein, donc, j'ai compris que, voilà. Donc, il ne restait plus beaucoup de temps. Mais je pense qu'avant de parler des investissements, il faut forcément peut-être aborder un peu les enjeux, en tout cas techniques et business, auxquels nous sommes confrontés, parce qu'en général, c'est ce qui déclenche un peu les investissements. Donc, voilà, en termes d'enjeux techniques, en fait, donc les défis auxquels on fait face, donc c'est généralement, je pense que Fatou l'a rappelé tout à l'heure, donc c'est vraiment la connectivité. Donc, et comme je le rappelais, donc on fait beaucoup d'efforts là-dessus. Maintenant, c'est vrai que voilà, donc l'innovation est continue, mais voilà, il y a un maillage qui va être accentué. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc, qui parle de connectivité parle aussi de latence. Donc, et comme je disais, en fait, ça a justifié justement les partenariats qu'on a noués avec AWS, apporter cette wavelength zone-là et apporter une réponse donc, en termes de latence à l'écosystème qui était sur AWS et justement souffrait un peu de ces problématiques-là. Il y a aussi l'interopérabilité, donc on le voit souvent donc, avec les systèmes existants, notamment le legacy. Donc voilà, ce n'est peut-être pas le cas des PME, PMI et des startups qui en général ont des applications cloud native, mais quand on prend le monde des grandes entreprises, qui sont très souvent confrontées à ça. Donc il faut forcément des offres adaptées. Marine a parlé tout à l'heure donc, des enjeux liés à la sécurité. Et donc, j'avais parlé effectivement du SOC. Et effectivement, il faut des profils spécialisés dans ce domaine-là pour pouvoir un peu accompagner l'écosystème. Donc, sur les enjeux business aussi, les programmes d'acculturation, on est tous d'accord. Donc, voilà, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire dans ce sens-là. Et comme je disais, on a une réflexion autour
de Orange Digital Center, justement pour être un catalyseur sur cette partie-là. Je vois aussi des enjeux liés à la capacité interne même des entreprises, hein, donc qui parfois manquent de profil. Et c'est pour ça que nous, on les accompagne sur de l'acculturation au sein des entreprises, mais aussi avec des profils en fait, donc certifiés. Donc, on a des partenariats avec différentes structures qui font de la formation, etc., pour pouvoir un peu casser aussi cette barrière-là. Et puis, le dernier enjeu dont je voulais parler, c'était tout ce qui est adaptation aussi des modèles économiques. Moi, je l'ai vu, hein, beaucoup de clients qui venaient, en fait, nous disaient que, voilà, donc ils sont chez des hyperscalers pour des use cases IA, etc. Par contre, en fait, donc le modèle, il n'était pas flexible, en fait, comparé aux enjeux locaux. Donc, une facturation qui n'était peut-être pas forcément, voilà, en CFA qui ne leur permettait pas, voilà, donc d'avoir une comptabilité telle qu'ils le souhaitaient, etc. Et pour moi, en fait, donc, voilà, des acteurs comme nous répondent un peu à ces enjeux-là, voilà, qui permettent à cet écosystème-là de pouvoir un peu mieux s'épanouir. Et donc, si on dresse ce tableau-là, donc on peut voir rapidement que pour nous, les investissements à faire dans le futur, hein, donc c'est vraiment d'accentuer voilà, les bases qu'on a, c'est-à-dire l'extension de tout ce qu'on a, donc en termes de capacité. Donc, injecter la capacité de calcul GPU, on n'a pas eu le temps de développer ce sujet-là, mais on aura bientôt une plateforme en fait, donc, qui va répondre à cette problématique, notamment pour tous les use cases IA. Il y a une plateforme qui sera lancée bientôt donc, avec du GPU et qui répond spécifiquement à ce type de besoin-là. Donc, renforcement aussi, ça c'est un besoin, on n'a pas eu le temps de le détailler, mais renforcement des certifications sectorielles, parce que ça tend aussi à, disons, permettre au secteur d'être un peu plus confiant quant à, voilà, donc à confier ces données, par exemple, à un hébergeur. Je parle enfin, je pense, par exemple, à tout ce qui est certification liée au hosting des données de santé. Et nous travaillons sur des sujets très spécifiques qui permettent justement l'écosystème, par exemple, santé, etc., donc d'être à l'aise sur cette typologie d'offres. Et on va aussi accentuer le développement. Pour moi, là aussi, c'est un gros challenge de développer tout ce qui est offre verticale, voilà, qui répondent vraiment à des besoins. On a parlé d'agritech, voilà, donc de fintech, etc. Donc de retail, j'ai donné sur l'exemple du retail, l'exemple de ProBoutique tout à l'heure. Et donc voilà. Et pour moi, comme toutes ces entreprises, enfin, ils n'ont pas le choix. Hein. Donc le cloud, l'IA, on y est déjà, et les entreprises vont de plus en plus migrer vers de l'hébergement, voilà, donc sur des solutions cloud métiers. Et donc voilà, nous, les investissements seront accentués sur ce domaine-là. Donc, comme je le rappelais, déploiement des offres verticales, ajout de ressources de calcul, notamment sur la partie GPU, voilà, pour permettre un peu de mailler et d'offrir à l'écosystème tout ce qu'il leur faut. Merci beaucoup, Saloum. Donc, on va rapidement laisser également Mme Fatou en 1 ou 2 minutes conclure sur son regard, en tout cas, sur le futur du cloud dans les 5 prochaines années. À quoi ressemblerait l'écosystème tech africaine? Merci, Aïcha. Rapidement. D'accord, très rapidement. Bon, en fait, on va dire que la première des choses, c'est qu'on est sur le bon chemin. Il ne faut pas qu'on step back. Il faut prendre et, on va dire, utiliser l'IA à fond et limite en abuser parce que nous, en fait, quand on regarde d'ici 5 ans quel type d'écosystème on va faire face, il s'agit d'un écosystème de start-up africaine, en fait, beaucoup plus résiliente, cloud native et AI first. Je la rajoute AI first parce qu'on est déjà dans le cloud native et les startups africaines vont adopter massivement des architectures cloud native avec des solutions IA intégrées dès la conception. Il ne s'agit pas de penser l'architecture de sa solution et après d'intégrer l'IA, mais c'est dès la conception que les solutions IA vont être intégrées et ça aura pas mal de points positifs en fait, non seulement sur la réduction des coûts en termes d'infrastructure, l'accélération du time to market aujourd'hui qui va être crucial pour eux vu l'évolution et la dynamique qui accompagne aujourd'hui le marché mondial. Et ça va leur permettre d'offrir des services personnalisés à grande échelle et de pouvoir se positionner aussi sur des secteurs spécifiques. Parce que comme l'a mentionné Saloum,
dans la verticalisation, on va bientôt se retrouver avec des startups qui vont avoir une casquette où ils vont se dire, moi, je suis expert dans telle industrie. Je suis une startup qui m'offre des services de type SaaS qu'à l'industrie de la santé, par exemple. Ou bien, je m'adresse seulement au segment e-commerce ou retail. Donc, on va aller vers cette verticalisation et vers cette expertise industrielle. Et aussi, je suis très optimiste par rapport au maillage régional qu'on va faire des hubs technologiques. C'est-à-dire, au lieu de voir ces pôles entre Lagos, Nairobi, Dakar, Abidjan, Le Caire ou en Afrique du Sud, entre Cape Town et Johannesburg, fonctionner de façon assez silotée, je pense qu'ils vont tous devenir des centres d'excellence en IA et cloud pour l'Afrique. Et comme l'a mentionné Marine, ça va avoir un impact sur l'attractivité des compétences IA niveau africain niveau africain et même à l'échelle mondiale, parce que je pense qu'on arrivera à un certain moment où on va même exporter notre savoir-faire. Et il y a un point aussi en termes d'augmentation des investisseurs. Et là, je vais faire plus un clin d'œil aux investisseurs locaux. Je pense que des VC étrangers qui essaient de supporter le marché africain, il y en a pas mal. Mais je pense qu'on va avoir une augmentation cruciale de tout ce qui est investissement locaux. Et pour terminer, je pense que là, notre écosystème sera fortement orienté IA, et rien qu'en regardant les chiffres aujourd'hui, le retour sur investissement des projets IA pour $1 investi, tu peux avoir $3,7 en termes de retour sur investissement. On regarde la tendance. Pardon. On arrive à la fin, donc peut-être une phrase, Mme Fatou, et... Oui, la phrase, je pense qu'on a un écosystème assez dynamique. Il ne faut pas voir le cloud comme étant, on va dire, un frein en soi ou l'IA comme étant un remplacement des savoir-faire actuels. Il y a de nouveaux métiers qui émergent et je pense qu'il faut profiter de cette tendance et de l'opportunité offerte par le marché IA et qu'on continue à croître à la fois compétences et au niveau du tissu économique. Sur ces belles notes, je vous dis merci pour vos riches contributions. Et à ceux qui nous suivent, je vous laisse entre de bonnes mains pour la suite des panels et des workshops de la journée. Merci à vous tous. Merci beaucoup.